Nasabukule tulitoka shebote tuline mtima wa kubiba we nakufa mileo mintondo batoto yangu mutalokola mutakula mie baba yenu ntondo na kuwaka akea kwa bato bote lakini batu benye njo baba ya musanga muhololoke 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 musanga muhololoke muhololoke muhololoke. Bonjour, bonjour tout le monde, c'est la princesse Chantal Kandukunda, la fille de Mulo Pointondo Kawanga 3 Katina Mubila, Mwenantondo, la princesse de Bakunda. Aujourd'hui, nous allons parler de la genèse, introduction, par où tout a commencé. Tout est parti Ngelengwa Chitambi Mushidi. Qui est-il? Celui qu'on appelle aujourd'hui Moussiri. Après sa mort, il n'a jamais su qu'on l'appelle Moussiri. Parce qu'il est déjà mort, on lui a coupé la tête en plus. Donc il n'a même plus des oreilles, des yeux pour voir. Il n'a plus rien. Même si on dit les morts écoutent, les morts sont là. Mais lui, sa tête, on ne sait même pas où elle est. Dieu merci. Augmentez le volume de votre téléphone pour bien écouter cette histoire. Vous allez comprendre la page noire qu'on vous a cachée. La page noire que nos ancêtres ont vécue. Une page noire de la province qu'on appelait à l'époque le Katanga, province qui a été découpée en 4 provincettes, dont le Katanga est resté seulement dans l'appellation du Haut-Katanga, où se trouve l'origine même du nom du Katanga. Ainsi, vous allez comprendre tout doucement les problèmes qui se passent dans cette province qu'on appelle province des Grands Lacs. Ensemble, nous allons vous dire d'où est venu ce monstre d'Ngelengwa Chitambi. Les soi-disant faux descendants de ce type parce qu'il n'a jamais eu d'enfant. C'était un homme castré, il ne savait pas avoir d'enfant, donc stérile. Ils sont partis chercher les origines même. Le village d'Ngelengwa Chitambi, ils n'ont jamais trouvé. Maintenant, nous, on va vous dire. Parce qu'on doit démystifier ces gens. On doit les mettre à nu. On doit récupérer nos dus, ça veut dire nos terres, nos royautés, et les mettre à leur place. Ces usurpateurs qui sont la famille Munongo. Réécoutons encore le récit de la princesse de ténèbres qui vit en Californie à Beverly Hills avec l'argent du Katanga et le prestige des Katangais, s'appelant Odile Munongo. Qu'est-ce qu'elle raconte? Le roi Moussiri, venu de la Tanzanie, s'est retrouvé dans le Katanga et il a demandé où est-ce que nous sommes avec le groupe de chasseurs avec qui ils étaient. Ils ont dit, on leur a demandé qui êtes-vous? Ils ont dit, nous sommes des Bayékés. Voilà déjà un gros mensonge. Il n'a pas demandé où est-ce qu'on est parce qu'il venait déjà depuis des années avec son père. Il allait chez le chef Katanga. Voilà les débuts même du récit du mensonge de la famille Munongo. Vous pouvez prendre un carnet, prenez des notes. Comme ça, vous allez mieux comprendre cette super chérie, cette histoire macabre, mais racontée avec beaucoup des émotions positives par la famille Munongo pour justement s'incruster intelligemment dans la province du Katanga et se faire passer pour les héros, sauveurs du peuple katangais de ces terres, tout en s'incrustant comme étant chef coutumier et prendre la suprématie du Katanga. Écoutons-les attentivement, analysons point par point. Écoutons la suite. Et on les emmenait chez le chef Katanga. Le Katanga dont nous avons le nom Katanga de la province. C'est-à-dire la chefferie Katanga, que les Belges ont trouvé où on battait, comme on dit, on fabriquait les mikuba, les croisettes en cuivre, et qui a, comme on dit, occasionné à ce que le nom de la province soit donné. C'est pourquoi on appelait toute la province Katanga.
J'ouvre vite une parenthèse. En écoutant le récit de la même histoire, son frère cadet, qu'on appelle Kaneranera aujourd'hui, parle de la même province, le Katanga, qui était Ngaringans de l'époque. C'est à ne plus comprendre la supercherie et les mensonges qui sortent de la bouche de ses enfants. Et cette descendance du serpent, comme je dis. Un serpent, quand il met des œufs, il faut jamais les dorloter. Il faut étouffer ces œufs-là dans l'eau chaude pour que ça ne puisse pas donner des petits. Voilà, la gangrène qui bouffe les Katanga est là. Écoutons encore une fois l'usurpateur de Kaneranera, ce qu'il raconte comme bêtise. Nous savons ce qu'il a fait, Moussiri. Non seulement pour nous, sa famille, pour le Katanga, le Ngaringans de l'époque. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, réécoutez la sœur ce qu'elle dit du Katanga et réécoutez maintenant le frère. Et tout ça, c'est toujours la fausse histoire de Moussiri qui est en train de se mettre en place. Montez, il en restera toujours. Quand vous écoutez tous les récits de tous ces gens, même les récits des indépendantistes Katanga et des Katakatanga, vous allez comprendre qu'ils vous donnent la réponse dans leur parler. Parce qu'ils prennent des Katangais et le restant du Congolais comme étant des imbéciles qui ne savent pas réfléchir. Mais ils disent tout, leur mensonge est mis à nu. Il faut juste savoir réfléchir, analyser. Et vous allez découvrir toute la supercherie dans les paroles que eux-mêmes prononcent. Ils ont même fait fabriquer une sculpture pour changer l'image, le visage d'Ngelengwa Chitambi en Msiri. Un homme qui ne connaîtra jamais qu'on appelle Msiri parce qu'il est mort sous le nom de Mouchidi. Même pas d'Ngelengwa Chitambi, son nom de naissance avec lequel il est entré au Katanga pour tuer, pour piller, pour amener les gens en esclavage. Continuons à écouter les récits. Maintenant, analysez attentivement. Le chef Katanga les a reçus. Une chose en a emmené à une autre. Un pacte de sang a eu lieu. Le roi Moussiri est retourné en Tanzanie chez son père, Kalasa Mazwili. Pacte de sang. Toujours des choses, comme on dit, mystiques. La magie noire. D'ailleurs, elle-même qui parle ici. C'est une prêtresse. Elle a une église d'envoûtement. Elle ne parle que des choses bizarres. Comment est-ce que les Kassaïens étaient tatoués partout pour danser comme un serpent et des choses un peu bizarres. Le cerveau à l'envers. Écoutons avec beaucoup d'attention la soi-disant princesse Odile Monongo raconter ses mensonges. Le roi Moussiri est venu de la Tanzanie, de Tabora, de l'Unyamwezi, donc des Banyamwezi. On ne peut pas comprendre cette histoire sans étudier l'origine même. Heureusement que nous sommes guidés pour le moment avec le récit de Odile Monongo. Ensemble, nous allons nous diriger progressivement en Tanzanie, voir où se trouve Tabora, où se trouve Nyamwezi, d'où vient Moussiri. La Tanzanie, c'est où, c'est comment. Zanzibar, quel est le rapport de tout ça avec le coupeur de tête, le vendeur des esclaves, le voleur de Mikuba, du cuivre. Le chasseur d'éléphants, qu'est-ce qu'il faisait avec l'ivoire? Parce qu'il ne prenait pas la viande, il ne transportait que l'ivoire vers la côte de Zanzibar. Nous allons y aller progressivement en étudiant chaque point où ce monsieur de Ngelengwa Mouchidi est passé, d'où il est venu, qu'est-ce qu'il a fait et tous les bazars. On va commencer d'abord par voir la Tanzanie rapidement et puis tout doucement on ira voir ses origines, d'où il vient,
et voir si ça concorde, ça correspond avec les récits qu'on ne cesse de nous raconter. Ensuite, on tirera la conclusion de tout ça. Merci de votre attention. N'oubliez pas de prendre des notes. Tout ça va nous aider à comprendre l'histoire même. Où se trouve la Tanzanie? La Tanzanie est un État d'Afrique orientale situé en bordure de l'océan Indien. Elle possède des frontières communes avec le Mozambique et le Malawi. Au sud, avec la Zambie, la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda à l'ouest, l'Ouganda et le Kenya au nord. Allons d'abord sur l'île de Zanzibar pour que vous compreniez mieux c'est quoi la Tanzanie. Beaucoup de gens ne savent pas où se trouve Zanzibar et qu'est-ce qu'on faisait à Zanzibar et qu'est devenu Zanzibar aujourd'hui. Découvrons ensemble, regardons les cartes de différentes régions que je suis en train de vous montrer maintenant avec explication à l'appui. Commençons par le début. La République autonome de Zanzibar. Oui, vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Un peu d'histoire et on va bien se retrouver et comprendre la suite de l'histoire où on en est aujourd'hui. Le commencement était au début. Au début était l'action. C'est quelle action? Pour bien comprendre cette histoire, il faut retourner à l'exploration des côtes africaines par les Portugais. Les musulmans avaient des caravanes transsahariennes qui envahissaient déjà toute la contrée. Aux alentours des années 1420, les Portugais se décident de contourner ce monopole musulman dans le but d'accéder directement aux richesses de l'Afrique par la mer. L'impulsion est donnée par Henri le Navigateur et le véritable inconnu commence par le cap Bojador qui se dit en Espagne Bojador, qui se trouve à l'ouest nord de l'Afrique, juste au sud du Maroc, près des îles Canaries, pas loin de l'Espagne et du Portugal. Quelques années après, en 1497, le roi Manuel Ier du Portugal choisit Vasco de Gama pour commander la première expédition maritime vers les Indes. La voie a été ouverte par Bartolomeu Diaz, qui a franchi le cap de Bonne-Espérance 10 ans auparavant. Depuis, Pero da Covilhã a fait parvenir à Lisbonne des informations sur les conditions de navigation dans l'océan Indien. Départ le 8 juillet en direction du Cap-Vert. La flotte est composée de 4 navires, appareils de Lisbonne. Elle va ensuite chercher à l'ouest le vent favorable de l'Atlantique sud avant de faire relâche sur la côte africaine, dans la baie de Sainte-Hélène. En mer, les conditions de navigation sont tellement difficiles. À la mi-novembre, après plusieurs jours de lutte contre les vents et les courants marins, le cap de Bonne-Espérance est doublé. Après un mois passé à reprendre des forces et à réparer les navires sur les côtes du Natal, les marins portugais remontent le long de la côte orientale de l'Afrique. Les premiers contacts avec les sultans locaux sont difficiles, du fait de la présence des marchands musulmans qui craignaient de perdre leur monopole commercial. Le contact établi à Malindi est cependant plus amical et Vasco de Gama peut engager un pilote pour les conduire en Inde. Sa bonne connaissance des conditions de navigation dans l'océan Indien permet aux Portugais d'effectuer la traversée en 23 jours seulement.
Durant les 3 mois de séjour en Inde, les rapports entre Vasco de Gama et les souverains de Calcutta, qu'à l'époque on appelait Calcutte, sont marqués d'une grande méfiance et les échanges commerciaux restent limités. Lors du retour, le Portugais passe devant Mogadiscio, puis débarque à Zanzibar. Cette expédition dura près de 2 ans. L'exploit de Vasco de Gama marque l'aboutissement de près d'un siècle d'efforts du Portugal pour découvrir une voie maritime entre l'Europe et les Indes, en passant bien sûr par Zanzibar. Mais sur le plan diplomatique, la mission de Vasco de Gama auprès des souverains orientaux est un échec et les Portugais ont constaté qu'ils n'étaient pas les bienvenus dans le commerce maritime de l'océan Indien contrôlé par les marchands musulmans, les sultans. Si on ne vous parle pas de l'époque de la première colonisation des Zanzibar et de la rencontre de l'Européen, de l'Asiatique et de l'Africain, vous n'allez pas comprendre. Mais il y a un point que je vais, comme on dit, attirer votre attention, c'est le devoir, parce que vous allez oublier. On s'est toujours demandé entre nous, ceux qui recherchent la vérité historique, pourquoi est-ce que Kaneranera avait un accoutrement tantôt romain, tantôt des capes, tantôt des tissus comme des Arabes, comme des Hindous. Je vais vous expliquer une partie de ça. Le tout premier Européen qui a conquis Zanzibar, c'est Vasco de Gama. Regardez son accoutrement. Comparé avec l'accoutrement de Kaneranera qui se croit être le premier qui a conquis le Katanga en RDC. Tous les navigateurs portugais s'habillaient toujours avec les mêmes genres de capes. Maintenant, cet habillement, accoutrement des hindous, avec des draps autour des épaules et de la taille, ça rappelle aussi l'Empire romain avec Jules César. Kaneranera se prend pour Jules César du Congo, de la RDC. Tantôt il est le Portugais qui a conquis Zanzibar, le premier blanc à conquérir l'île de ses ancêtres par idéologie. Tantôt il est le Romain qui est venu conquérir le Katanga, le cœur même de l'économie mondiale, la richesse même de la RDC. Les gens comme Kaneranera souffrent de bipolaire, troubles de personnalité. Tantôt, il se prend pour un tel, tantôt pour un autre, et mélange de personnalités. Et ils se prennent même pour les descendants directs de ces tueurs-là, de Ngelenga Chitambi Mushidi, que eux, ils prennent pour un héros, alors que c'est un tueur. Il y a de quoi se poser des questions. Et ils actent comme les rois, alors que ce sont des esclavagistes. Ce type, c'est un esclave affranchi. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon Dieu, pardonnez-les. Retour sur l'histoire de l'île de Zanzibar. Les Portugais ont toujours été réputés d'être des négriers. C'est eux qui vendaient souvent des esclaves, qui les amenaient un peu partout, que ce soit en Asie, en Amérique et en Europe. Alors, en amenant cette main-d'œuvre, des gens costauds, des gens qui savaient bien travailler, qui ne rouspétaient pas, qui avaient une force, comme on dit, de taureau, les femmes étaient soumises, elles ne faisaient pas du bruit. Ils ne faisaient que travailler sans rouspéter. On les tapait, on les maltraitait, ils ne disaient rien. En plus de ça, en Afrique d'où ils venaient, les terres étaient arables. Donc, il y avait la possibilité de cultiver avec les mêmes gens que eux, ils utilisaient, les Africains, qui devenaient leurs esclaves. Et puis, faire l'élevage, ça veut dire côté nourriture, santé, bio, avec tous les soleils qu'il y a là-bas. Le climat est tellement beau, il y a de l'eau partout.
on ne peut pas mourir de faim, comme on mourrait de faim partout ailleurs. Ceux qui connaissent l'histoire, ils comprennent très bien de quoi je parle. Là, c'est une photo de Vasco de Gama dans sa vieillesse. Si vous voulez comprendre plus, cherchez, faites des recherches de l'histoire de Vasco de Gama, de tous les explorateurs qui ont conquis, soi-disant, le monde. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, l'Europe, l'Amérique, l'Asie se sont mis à table à la conférence de Berlin pour commencer à se diviser la part du gâteau. Ça veut dire l'Afrique. Chacun devait avoir un morceau. C'est là que vous allez comprendre la suite et le rôle des Tanzaniens au cœur de l'Afrique. Les descendants indirects par idéologie de Ngelengwa Chitambi Mushidi, Kaneranera et sa bande. On se croirait dans les films de Ali Baba et les 40 voleurs. En plus, dans cette aventure-là, tout le monde est musulman. Qui porte des djellabas, ils portent des draps. Suivez mon regard. Kaneranera et sa bande de je sais pas combien de voleurs il a autour de lui. L'usurpateur en chef avec des faux princes et des fausses princesses. Chaque chose a un début et une fin. Surtout les mauvaises choses finissent toujours très vite et très mal. La colonisation portugaise à Zanzibar a duré 2 siècles, de 1498 à 1698. Ça veut dire de 1498 à 1698. Je vous explique. Vasco de Gama, un explorateur portugais, fut le premier Européen à entrer en contact avec ces civilisations. En 1498, ça veut dire 1498, les Portugais se rendirent compte très vite que certaines cités-États swahili, entre autres Kilwa, Mombasa, Lamu, etc., je vous citerai ça plus tard, s'est livré à un important commerce de l'or. Il y avait beaucoup d'or dans la région. Il y a toujours jusqu'à aujourd'hui. Ils voulurent s'approprier ce commerce de la côte orientale de l'Afrique et créer des esclaves sur la route de l'océan Indien. On parle de Portugais. Incapables de combattre les Portugais qui arrivèrent à la fin du 15e siècle sur la côte orientale africaine, plusieurs de ces cités-États dépérirent et certaines disparurent. dont Kilwa, la plus importante. Cette domination dura 2 siècles, comme je vous l'ai déjà dit. Les Portugais tentèrent une politique de colonisation et d'appropriation de terres. Mais la cohabitation ne fut pas très heureuse. Les Portugais étant détestés par la population locale, qui les surnommait les Afriti, ça veut dire les démons. J'entends certains esprits maléfiques dans les 40 voleurs là, plusieurs voleurs là. Les moussiristes par idéologie, les ngelinguistes là, qui disent les Bassanga auraient pu se battre parce que quand les Yékes sont entrés, les chasseurs d'éléphants, ils n'étaient pas nombreux. Mais eux, d'où ils viennent la regarder, les Portugais les ont mis à genoux, les armes à feu, devant les machettes, les flèches et tout. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est exactement ce que ces gens-là sont venus reproduire au Katanga. Continuons. Avant l'arrivée des Portugais, les Africains du coin, ou les habitants de cette région, ça donnait beaucoup à au commerce de l'or. Parce qu'il y a beaucoup d'or dans cette région-là. Mais avec l'arrivée des Portugais, les colons, les nouveaux maîtres, ils se sont appropriés de tout. Ce commerce de la côte orientale de l'Afrique, qui est la vente de l'or, et ils ont créé des esclaves sur la route de l'océan Indien. C'est comme ça qu'ils ont appelé ce trajet. N'oubliez pas comment est-ce que Vasco de Gama a découvert Zanzibar. C'est en revenant
de l'Inde. Donc, il allait là-bas et il revenait pour aller au Portugal. Et sur ce chemin-là, il a découvert des merveilles. Dans cette main-d'œuvre noire. Et de là a commencé le commerce des esclaves. Les colons, les nouveaux maîtres, ils ont pris la suprématie de tout. Ils ont commencé à faire travailler les Africains comme des esclaves et ils ont créé l'esclavagisme dans ce coin-là. Au cours du XVIe siècle, ça veut dire le siècle après, la cité de Mombasa, qui est aujourd'hui au Kenya, opposa une résistance inexistante aux Portugais. Et à partir du début du XVIIe siècle suscita une série de soulèvements sporadiques dans les principales villes swahili. Une parenthèse très importante que vous allez retenir pour la suite de l'histoire. Les cités-États les plus violemment opposées au Portugal furent Manda, Lamu et Pate. À partir de 1660, elles firent appel au sultanat d'Oman afin de lutter contre l'envahisseur, c'est-à-dire le portugais. Une autre erreur, à partir de ce moment-là, Zanzibar devient sous l'occupation omanaise. Ces derniers se conduisit exactement comme leurs prédécesseurs les Portugais. Des garnisons sont installées dans toutes les villes. En 1729 marque la fin de la présence portugaise sur la côte swahili. Les Portugais furent chassés de l'île de Zanzibar par les Omanais. Ces derniers deviennent une puissance maritime de la péninsule arabique et contrôlaient les routes maritimes vers l'Afrique orientale. Toutefois, le sultanat se heurta aux intérêts britanniques. Or, la Grande-Bretagne était soucieuse de protéger la route des Indes. Le sultanat signa des traités commerciaux avec les grandes puissances commerciales de l'époque, en commençant par les États-Unis en 1833, la Grande-Bretagne en 1839 et la France en 1854. En 1840, le sultan d'Oman du nom de Saïd, qui s'écrit de deux façons différentes, c'est pas grave, né en 1804, mort en 1856, donc 4 ans après cette date qu'on vient de dire là, transféra la capitale de son sultanat de Mascate, golfe Persique, à l'île d'Ougouja, qui n'est rien d'autre que Zanzibar aujourd'hui, où ils s'établirent définitivement. C'est pourquoi vous avez beaucoup de musulmans dans l'île de Zanzibar qui viennent d'Oman, c'est-à-dire dans le golfe Persique. Le nouveau sultan fit de cette île le plus grand entrepôt de l'océan Indien, qui devient le principal marché d'échange de toute la région. Il développa, entre autres, la production des girofles et d'huile de palme et pratiqua de manière intensive la traite des Noirs, l'esclavagisme en plein. Les esclaves viennent du continent, à l'intérieur des terres. Durant tout le 19e siècle, entre 8 000 et 50 000 esclaves furent acheminés chaque année du continent vers l'île des Zanzibar. Cependant, le commerce zanzibarite restera protégé par la Grande-Bretagne qui se servait de l'île comme relais vers le golfe Persique et l'Inde. Le consul britannique fixé à Zanzibar joua progressivement le rôle d'un gouverneur général sans concertation avec le palais du sultan. En 1890,
la Grande-Bretagne domina l'île. Et le remplaçant du sultan Saïd Saïd n'a pas pu empêcher cette domination britannique. C'était trop tard, l'île était déjà prise. Le sultan ne fut pas destitué, mais les décisions politiques et économiques étaient prises pour l'essentiel par la couronne britannique en Grande-Bretagne. À la fin du 19e siècle, l'abolition de l'esclavage, l'installation progressive des protectorats par les nations coloniales européennes et la construction de la ligne de chemin de fer entre Kampala en Ouganda et la ville côtière de Mombasa au Kenya ruinèrent l'économie des Zanzibar. À partir de ce moment, l'exploitation des esclaves et le développement du commerce s'étendirent sur la côte tanzanienne. Voilà, ouvrons vite la parenthèse. C'est l'année d'après, ça veut dire en 1891, qu'un émissaire a été envoyé de la côte de Zanzibar pour aller parler avec Ngelengwa Chitambi qui ramenait des esclaves à Zanzibar et de lui demander de cesser son commerce de vente d'esclaves, d'ivoire et de cuivre, parce que le Congo devenait Congo belge et ses émissaires étaient envoyés par le roi Léopold II. Écoutons d'abord cet extrait qui nous permet de comprendre le déroulement de la mort de Ngelengwa Chitambi Mushidi au cœur du Katanga. Écoutons. Publié le 1er juillet 2020, 16h15. Par Grégoire Hickman avec Mallory Gallet. Jusqu'au milieu du 19e siècle, la présence européenne en Afrique se limite à quelques endroits stratégiques sur les côtes où quelques pays européens pratiquent le commerce. Les marchandises européennes sont troquées contre de l'ivoire ou des esclaves. Peu à peu, la France, Maghreb et le Royaume-Uni, corne de l'Afrique, occupent des territoires de plus en plus larges et avancent leurs pions. Les Portugais et les Néerlandais créent de vraies colonies au début du XVIIIe sur les côtes de l'Angola et du Mozambique, et au sud de l'Afrique du Sud. Mais à partir des années 1870, les conquêtes coloniales deviennent un enjeu politique majeur, et plusieurs grandes puissances d'Europe affichent leur volonté d'étendre leur zone d'influence vers l'Afrique. L'exploration du bassin du Congo intéresse le roi des Belges Léopold II qui souhaite y envoyer des expéditions au Congo au motif d'y abolir la traite des Noirs et, selon ces termes de l'époque, de civiliser le continent africain. Sur place on y exploite le caoutchouc, l'ivoire et les bois précieux, afin de bénéficier d'une rente coloniale, des rentrées financières importantes, comme les Pays-Bas le faisaient en Indonésie. Donc, vous venez de comprendre que la décision de faire cesser l'esclavagisme dans la nouvelle colonie de la Belgique, qui était le Congo belge de l'époque, est venue de la table ronde où toutes les grandes puissances étaient réunies afin de décider de la destinée de chaque colonie qu'ils étaient en train d'acquérir. Contrairement à ce que les Basumwa en RDC, spécialement au Katanga, la famille Munongo raconte, en complicité avec certains indépendantistes qui racontent l'histoire de la Katanganité et les écrivaillons de Bunkeya. Ils ont tellement chipoté à l'histoire, tronqué, usurpé le pouvoir, pour dire que Ngelengwa Chitambi était venu sauver le Katanga. Sauver de quoi? Puisque c'était lui l'envahisseur, c'était lui le voleur, c'était lui le tueur. L'esclavagiste en tête, venu avec des armes à feu, tuer nos ancêtres et les amener, certains, au port de Zanzibar pour les y vendre. Écoutons la suite. Le partage de l'Afrique par les puissances européennes. À cette époque, un processus de partage de l'Afrique commence, et les pays européens avancent leurs pions pour tenter de prendre le contrôle de territoires qui commencent à peine à être explorés par les Blancs. Ce processus qui se poursuit jusqu'à la Première Guerre mondiale implique essentiellement la France et le Royaume-Uni mais aussi le Portugal qui échoue à élargir son espace africain. L'Allemagne, l'Italie, le Portugal, la Belgique et l'Espagne se positionnent également mais de façon moins importante et plus tardive.
Ces puissances européennes voient dans la prise de contrôle de l'Afrique une opportunité économique après la crise engendrée par la Grande Dépression, 1873 à 1896. L'appétit des puissances européennes est stimulé par la découverte de richesses insoupçonnées comme des mines de diamants, mais cela crée des tensions entre les pays. Les frontières de l'Afrique centrale se fixent dans la période entre 1855 et 1905. La conférence de Berlin. Deuxième moitié du XIXe siècle, les frontières de nombreux territoires africains actuels sont définies. Cette division est souvent symbolisée par la conférence de Berlin, 1884 à 1885, même si cette conférence n'a fait que fixer des règles, et n'a pas réellement procédé au partage du continent. En 1884, les principales puissances européennes se réunissent donc lors de cette conférence de Berlin. Cette rencontre diplomatique a pour but de trouver un accord sur l'organisation et la collaboration européenne pour se partager l'Afrique. À cette table ronde de Berlin, ils étaient en train de se partager le gâteau. L'Afrique était en train d'être découpée en petits morceaux pour que chacun puisse contrôler ses colonies. Vous venez d'écouter l'audio d'une Belge qui est aussi en train de faire des recherches sur justement l'histoire de la colonie belge, comment tout s'est passé et tous les drames qui s'en suivent au XXIe siècle, c'est-à-dire aujourd'hui, durant ces années dans lesquelles on est en train de vivre tous ces massacres, toutes ces pleurs, tous les cauchemars, tous les morts qui endeuillent nos familles, nos tribus, notre pays. Tout ceci, c'est le résultat de notre histoire. Tout est lié. Nous venons de suivre un riche récit expliqué à partir des recherches de Grégoire Hickman avec Mallory Galaise, qui ont fait leurs recherches et publié, passé à la RTBF, c'est-à-dire Radio-Télé Belge francophone. L'Occident avait décidé de mettre fin à l'esclavagisme aux ventes d'ivoire et de caoutchouc en Afrique par des esclavagistes et tous les seigneurs de guerre, dont Ngelengwa Chitambi, et le roi de Belge envoya des émissaires pour aller demander à ces gens-là, les bandits, de mettre fin à leurs pratiques. Parce que le pays devenait le Congo belge et appartenait au roi Léopold, roi de Belge. Avez-vous remarqué que les faux descendants veulent faire du Katanga le seul endroit au monde où les recherches sont interdites? Ça veut dire quoi? Depuis qu'on a commencé à faire des recherches sur cet homme, ces petits esclavagistes, ces petits bandits, coupeurs de têtes, voleurs des gens et des mikouba, des cuivres, on a eu des menaces, des intimidations. Il y a même eu, comme on dit, des diffamations qu'on nous a payées. Tantôt ci, tantôt ça, tantôt on nous donne des origines différentes et tout. On ne refuse pas tout ça. Mais laissez les gens libres de penser. On est dans un pays, comme vous l'appelez, pays de droit, où l'actuel président vous laisse libre de venir vous exprimer. Mais les gens prennent cette liberté comme libertinage. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On se permet n'importe quoi, même pas intelligemment. On se permet d'insulter, d'entrer en dessous de la ceinture. Donc ça, ce sont des choses que le commun des mortels de Congolais adore. Il ne sait pas réfléchir et discuter intelligemment. Maintenant qu'il y a d'autres personnes qui font des recherches sur ces petits hommes-là, aux bottes puantes, le petit Chitambi Ngelengwa, j'espère que vous allez insulter le monde entier. Parce qu'on va faire des recherches et on continue à les faire jusqu'à ce qu'on découvre la vérité. Jusqu'à ce qu'on vous mette sur une chaise
on prenne votre ADN et on compare avec l'ADN de ce petit monstre-là. De toute façon, on comparera l'ADN avec d'autres personnes de la région, avec d'autres personnes qui sont dans les tombes. Parce que vous n'allez pas déterrer les gens. On va y arriver. Et là, je crois que ça va être la première sentence mondiale qu'on va donner à un peuple, à une famille. Parce que vous avez menti à l'humanité tout entière. Nous sommes les descendants directs des gens très intelligents qui déjà à l'époque savaient transformer la pierre en métal, c'est-à-dire la malachite en mikuba, cuivre. Savez-vous dans quel but on va prélever l'ADN? C'est pour démontrer au monde que vous n'avez aucun lien avec ces bandits. Et pas pour démontrer que ce type était un roi, parce qu'il n'a jamais été roi. Combien de fois on ne cesse de vous le dire. Ce petit truand, donc vous serez condamné avec lui. Lui sera condamné. Après sa mort, on va les condamner 10 000 fois. Pour que plus jamais personne n'ait le courage de venir revendiquer quoi que ce soit au nom de celui qui a fait souffrir l'humanité. Ce type, c'est l'incarnation même du monstre, de Lucifer, du diable même. Il est parti comme il a vécu, ça veut dire très mal. Heureusement qu'on l'a étêté. On a coupé sa tête. Tchax! Je suppose qu'il y a certains qui trouvent cette histoire très compliquée, c'est normal. Vous savez pourquoi? Ils ont fait plus d'un siècle ce qu'on appelle les Bayéké pour mettre cette fausse histoire en route et mettre ça, comme on dit, cette idéologie dans la tête surtout des Katangais, de faire croire au monde entier qui était Msiri, d'où il venait, que c'était le sauveur du Katanga. C'est pas en peu de temps qu'on est en train de bien éplucher, d'étudier cette histoire, qu'on va comprendre toute la supercherie qui a été mise en place. Suivez juste attentivement si vous ne comprenez pas. Revenez en arrière, réécoutez les audios, les vidéos, regardez et vous allez comprendre tout doucement comment cette histoire a été montée de toutes pièces. Même l'homme le plus populaire de la planète est contesté. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne défend que l'on fait des recherches, ni faire des études approfondies à propos de lui. Il y a des gens qui contestent son existence, qui contestent beaucoup de choses. Encore moins Hitler, Mussolini, Mao Tse-tung, Kadhafi, Saddam Hussein. Beaucoup de personnalités ont fait des recherches sur leur vie. Personne ne vient insulter les chercheurs, les gens qui en parlent, les gens qui contestent. C'est comme ça. Mais ce qui nous étonne, c'est une première dans l'histoire de l'homme public, qu'on fasse des menaces. Surtout celui qui essaye seulement d'ouvrir ce livre sombre de la vie. La partie de la vraie histoire du Katanga, du Congo, de l'Afrique et de l'humanité tout entière en parlant de Ngelengwa Shitambi. Même tipo, on en parle. On se permet même de le critiquer et de l'étudier. Pourquoi pas celui qui est venu dans notre fief, dans nos villages, Ngelengwa Shitambi Mushidi. N'ayez pas peur, critiquez-les, faites des recherches, faites des études, sachez qui est cet homme-là. Parce que ceux qui sont à Bunké, à la famille Munongo, ce sont des usurpateurs. On vous a déjà dit, ils n'ont rien de commun avec cet esclavagiste, le tueur des éléphants et des hommes, le voleur de Mikuba. Maintenant, je vous donne un exemple très déterminant sur les origines de quelqu'un. Le président Obama était même retourné dans le village natal de son père. On l'a vu dans le monde entier, il y a eu des reportages, des photos, des vidéos.
il n'y a jamais eu de problème. Parce que c'est une histoire vraie. On connaît ses origines. Regardez l'exemple d'Alex Allais. C'est lui qui a écrit Racine Roots. L'inventeur même de l'arbre généalogique a découvert d'où il est venu en Afrique. Le film le montre. Où sont alors les images et les vidéos de parenté de Munongo en Tanzanie? Leur village est où? Ngelengwa n'est pas leur ancêtre direct. Alors, cet homme-là n'a pas eu de famille, n'a pas eu de cousins, des frères et sœurs. Où ils sont? Pourquoi ils ne vont pas le montrer? Pourquoi ils ne retournent pas chez eux, amener des images, des vidéos, des témoignages? C'est simple, il n'y en a pas, parce qu'ils ne sont pas de là. C'est bizarre que les descendants démontrent partout, ils vont construire, ils ont des résidences partout, sauf chez eux. Chez eux, on vous a dit où c'était. Est-ce que c'est réellement de là que vient ce petit homme-là? On sait déjà qu'ils n'ont pas de parenté. La preuve, regardez comment ils agissent. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Normalement, les Munongo devaient être fiers de démontrer au monde entier le village de Ngelengwa Shitambi Mushidi, démontrer un peu comment ils sont accueillis là-bas par leurs cousins tanzaniens, de faire quelque chose pour eux dans ce village. La zone d'où vient Ngelengwa Shitambi en regardant d'où viennent les Nyamwezi. Comme je vous explique, c'est une zone très montagneuse, pauvre. Alors, avec tout l'argent que les Munongo reçoivent, des millions de dollars, ils ont dépensé plus de 100 millions. Ils n'ont même pas construit une petite école là-bas, même pas arrangé une petite route ou faire un don quelconque à leurs cousins. Vous voyez? Bantuba Bongo. Et Mukanda Bantu, il ne peut pas être honoré non plus. Quel est son village? D'où il vient? Les ancêtres. On ne peut pas aller lui faire un monument. D'où il vient chez lui? Parce que les gens ont assez d'argent, des milliardaires, qui ne pensent même pas à retourner dans leur village d'origine, les gens qui ont fait de ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà la super chérie même. Souffrez que je puisse revenir avec la deuxième partie. Je viens vous expliquer comment s'est déroulée toute l'histoire autour de ce truand esclavagiste venu de Zanzibar et descendant d'Oman dans le golfe Persique. En fait, il y a eu 3 grands esclavagistes zanzibarais qui sont venus en RDC. Le premier, c'était Rumaliza, qui veut dire l'exterminateur. Lui, son vrai nom, c'est Mohamed bin Khalfan. Mais on l'appelait Rumaliza. Le deuxième, Tipotip, connu sur le nom de Hamed bin Mohamed El Marjebi. Mais le roi Léopold II l'appelait Val. Val vient de Liwali. Ils ont tous des petits sobriquets. On connaît les deux, on connaît où ils sont nés. Ils sont tous nés à Zanzibar et ils sont morts à Zanzibar. On a les dates, on a tout, on a leur descendance. Les gens continuent à faire des recherches sur eux. Le troisième, le plus contesté, les plus meurtriers, qui est entré au cœur du Katanga et qui n'en est pas sorti, l'unique, Ngelengwa Shitambi, appelé Mushidi puis Msiri. Quand est-ce qu'il est né? Où est-ce qu'il est né? La mort, on la connaît. Mort puis décapité, comme il avait l'habitude de faire
aux populations autochtones qu'il a trouvées dans le coin et qu'il a esclavagisées. Voilà. Le voyage que je viens d'effectuer à Zanzibar et en Tanzanie est très riche de connaissances et d'émotions. C'est qu'on nous a caché. Des fois, il faut savoir aller chercher où la chose se cache. Je vous donnerai les images même des Ngelengwa Chitambi morts juste quand Botson l'a tiré. On les a. L'occidental garde toujours les archives. Bonnes ou mauvaises, ce sont les archives. L'histoire, c'est l'histoire. C'est comme Barabbas, on ne peut pas le transformer en Jésus. C'est Barabbas. Son histoire, on la connaît. Tout le monde en parle. Alors, Ngelengwa Chitambi Mushidi, on parlera de son histoire jusqu'à découvrir ses vraies origines. Vous allez avoir des surprises, on va de surprise en surprise. Même l'endroit où vivait Ngelengwa, on l'appelait Boma. On va vous expliquer dans la deuxième partie. Vous allez voir les piquets et les têtes des gens qui sont mis au-dessus. C'est une horreur. Je ne comprends pas comment est-ce que ce monsieur, on peut même l'honorer au Katanga. Les gens qui font ça méritent la prison, méritent d'être chassés de là. C'est la honte. Il a été récupéré par des arnaqueurs vivant au Katanga, la famille Munongo. On va découvrir tout, réellement. Quelle est la similitude entre les trois plus grands esclavagistes qui sont venus de la Tanzanie, de Zanzibar, qui ont débarqué au Congo pour voler des esclaves et voler des richesses, dont le cuivre et les défenses d'éléphants. Des uns, ils viennent tous du même coin. Ils ont toutes les trois dealé avec l'Occident, ça veut dire l'occupant. Mon voyage en Tanzanie à Zanzibar m'a beaucoup révolté, ouvert les yeux et surtout me convaincre de ma détermination pour aider les miens à comprendre leur vraie histoire, l'histoire du peuple congolais tout entier, qui ne doit plus se laisser berner et traîner dans la boue par ces gens qui ne jurent que par la balkanisation de la RDC afin de prendre la suprématie du Katanga comme les esclavagistes l'avaient déjà prévu, comme ils avaient commencé à le faire. Et on les a stoppés. Ils sont tous morts. Je vous reviens avec beaucoup des éléments, des images, des détails. Si vous ne voulez pas comprendre, cela voudra dire que vous êtes un cas perdu parce que les choses sont claires. Leurs jeux sont mis à nu. Ils ne savent plus où se cacher. On a tout découvert. Bande de tif-tif, bande de méchants, bande de menteurs, bande de voleurs. Ceux qui traitent les gens des fous, ils sont des fous eux-mêmes. Les esclaves volontaires. C'est les premiers qui viendront insulter. Rentrez chez vous, nous on est chez nous. C'est notre histoire, que vous les voulez ou pas. Vous allez l'écouter. Vos enfants vont l'apprendre. Il y a même des documents qui disent Congo sinistre influence des Arabes et des Arabisés à l'époque précoloniale sur fond d'esclavage, année 1860. Marque la période où les Arabes percèrent et s'installèrent à l'est de la République démocratique du Congo.
Et Ngelengwa, lui, il est descendu plus au sud, c'est-à-dire au Katanga actuel. Ces esclavagistes sont tous partis de l'île de Zanzibar, territoire qui forme avec les Tanganyika la République unie de Tanzanie actuelle, dans l'océan Indien qui fait partie à l'époque du territoire du sultanat d'Oman. Ces Arabes, autrement appelés les Bangwana ou les Swahili, percèrent et s'installèrent progressivement à l'est de la République démocratique du Congo. Ils prirent quasiment le contrôle de tout l'est du Congo. Outre leur religion musulmane, ils étaient plutôt des commerçants et qui étaient à la recherche de deux précieuses marchandises. À l'occurrence, les pointes d'ivoire d'éléphant et des esclaves qu'ils allaient revendre à l'un des principaux marchés d'esclaves de Zanzibar. Une fois arrivés au Congo, les Arabes ont installé leur quartier général au Maniema, nom qui, pour certains linguistiques ou historiens, serait une déformation du mot arabe Manahama, qui veut dire lieu de repos. C'était bien sûr un lieu de repos pour eux parce qu'ils jouissaient de toutes les faveurs des esclaves. C'était les maîtres absolus. Regardez juste l'histoire de ces trois esclavagistes dont Ngelengwa Shitambi Mushidi. Quand il est arrivé au Katanga, il était en repos. C'est les gens qui travaillaient pour lui. Par contre, d'autres disent que Maniema vient du mot swahili Manihama, qui fait référence au gibier, ou zone de chasse où abonde le gibier, Maniama. À cet effet, deux localités leur serviront de capitale, à savoir Nyangwe et Kasongo. Ce sont les premiers endroits où les esclavagistes ont débarqué en venant de Zanzibar. Tipotip et Rumaliza, suivi de Ngelengwa Shitambi, qui est descendu, lui, plus au sud, ça veut dire dans le Katanga profond. Il y a une différence entre le savoir et la connaissance. Je vous explique. J'ai dû aller chercher la connaissance. Ça veut dire quoi? La différence entre le savoir et la connaissance. Le savoir s'acquiert à l'extérieur. C'est ce que j'ai fait en allant le chercher. La connaissance, quant à elle, s'acquiert à l'intérieur. Ce que je savais déjà a été complété par le fait d'aller chercher la connaissance. Les trois grands esclavagistes entrés en République démocratique du Congo sont Rumaliza l'exterminateur, Tipotip et Ngelengwa Shitambi Mushidi. Au moment de la visite de David Livingstone à Mwata Kazembe 8, en 1867, on lui apprit et il constata que Ngelengwa Shitambi avait pris une partie du commerce et du territoire de Mwata, sur le sud ou ouest de la rivière Luapula. Tipotip était passé par là, il y a eu des combats et 6 de ses hommes ont été tués. Alors, il forme une alliance avec un autre seigneur de guerre esclavagiste qui traînait par là, Ngelengwa Shitambi, pour tuer Mwata Kazembe Mushidi. Alors, Ngelengwa Shitambi, vu l'influence de deux côtés de la rivière Luapula de ce grand chef, Rund, profita pour finalement s'autoproclamer Mushidi, le nom avec lequel il est mort. Je parle de Ngelengwa Shitambi. À partir de ce moment-là, Kazembe Mushidi mort, Ngelengwa Shitambi se voit renforcé par les autres seigneurs de la guerre, dont Tipotip. Maintenant
que Ngelengwa Chitambi venait de couper la tête de cet empire, de cette chefferie, il voit ses ressources du sud-est du Katanga en cuivre, en esclaves, a été consolidé par les autres seigneurs de la guerre qui traînaient dans la région. Et on dit que par la suite, il a influencé la nomination des successeurs de Mwata Kazembe Mushidi, avec l'arme sur la tempe, bien sûr. Dans cette région, tout commerce était dominé par les armes. Et Ngelengwa Chitambi a eu beaucoup de succès parce que il ne gravitait que avec des armes. Le chasseur d'éléphants et des hommes, les Muyeke, avec ses autres compagnons de chasse, les Katako, les attrapeurs des Bantous congolais, pour aller les vendre comme esclaves, les autres chasseurs Bayeke. Alors, pour ceux qui veulent voir des détails, lire la suite, cherchez le journal de bord de David Livingstone. Il y a beaucoup des informations là-dessus parce que lui, c'était l'explorateur à l'époque qui gravitait dans la région et qui a découvert le massacre de Nyangwe. Nyangwe est une localité du Maniema sur la rive droite de la rivière Lualaba, dans le territoire de Kasongo. Nyangwe fut une plaque tournante importante pour les Arabes, c'est-à-dire les esclavagistes, pour le commerce des marchandises comme l'ivoire et d'esclaves à la fin du 19e siècle. Qui est l'esclavagiste réputé qui ravageait la région? C'est Roumalisa l'exterminateur. Parmi les trois que je vous ai cités, c'est le numéro 1. Je vous expliquerai bien sûr son histoire, mais les Allemands l'ont utilisé plus tard en le nommant gouverneur de Tabora dans le but d'étouffer et de confiner la révolte Mai Mai. Un groupe autochtone qui s'est révolté contre l'occupant et les Allemands ont utilisé un esclavagiste. La plus grande révolte qui a eu lieu en Tanzanie, c'est la révolte de Mai Mai. Quand on vous dit que les Basumba, plus spécialement la famille Munongo, est en rapport avec le mouvement Mai Mai, vous ne voulez pas comprendre, ni ouvrir les yeux, ni faire des recherches. Je vous explique d'où est venu ce terme Mai Mai et la naissance de ce mouvement. Écoutez bien, vous ne faites pas assez de recherches, hein? Je vous ai déjà dit, si vous voulez avoir toutes les informations sur la traite de Noirs avec les Taboriens, les Tanzaniens, les Zanzibarais, vous devez orienter vos recherches sur la traite qu'on appelle la traite orientale. C'est là que vous allez découvrir beaucoup de choses. N'oubliez pas d'étudier les journaux de bord, les livres de tous les explorateurs qui sont venus en Afrique pour découvrir le continent africain à la solde, toujours de leur pays d'origine, qui étaient à la recherche de nouvelles colonies, surtout qui savaient qu'en Afrique, il y avait beaucoup de minéraux et surtout la main-d'œuvre qui sont les esclaves noirs. Cette révolte s'intitule La rébellion des Mai Mai. Ça s'écrit Maji Maji, l'eau en Swahili. Quand on va continuer à étudier les différentes colonies de Tanzanie et de Zanzibar, vous allez mieux comprendre. Après les Portugais, c'était une colonie allemande.
les Allemands ont commencé à coloniser à la méthode, à la dure, comme vous les connaissez. Alors, ils ont commencé à utiliser les villageois dans les champs de coton, une nouvelle culture qui était instaurée en Tanzanie. L'Allemagne, comme toutes les autres colonies installées en Afrique, utilisait ces colonies africaines pour l'extraction de matières premières telles que l'ivoire et les caoutchoucs. Ainsi, pour la collecte des taxes imposées auprès des Africains pour payer l'administration coloniale. Qu'est-ce qui restait à la paye dans la poche du travailleur africain? Rien. La politique coloniale allemande n'était pas seulement impopulaire, mais elle avait également une grande influence sur la vie quotidienne de la population locale. Depuis que les hommes étaient réquisitionnés pour toutes sortes de travaux à l'extérieur des foyers, les femmes étaient contraintes de prendre en charge les tâches masculines, dures, construction, quand les cases avaient des problèmes, elles devaient regarder à ça. Elle devait, comme on dit, aller puiser l'eau. Elle devait s'occuper des enfants. Donc, la femme s'est retrouvée seule au foyer. Tandis que l'homme était réquisitionné sous la méthode allemande, presque dans les travaux forcés. En 1905, une sécheresse s'était abattue sur la région et avait provoqué une sérieuse famine. Celle-ci, combinée avec l'opposition contre la politique agricole coloniale, représentait des éléments déclencheurs de la rébellion contre les autorités allemandes en juillet 1905. C'est là qu'on peut parler de la solidarité africaine. Je vous explique. Une organisation de plusieurs tribus qui avait compris qu'il était impératif de résister aux Allemands et que cette résistance était possible que dans la coalition de tout le monde. Le terme rébellion vient du mot rébeller, refuser quelque chose et agir contre. Ce qu'on vous impose, c'est ça la rébellion. Il y avait souvent des petites rébellions par-ci par-là, mais la rébellion Mai Mai était aussi différente des autres rébellions qui étaient survenues à la même époque, un peu partout en Afrique, pour des motifs semblables. Ça veut dire l'oppression de l'Africain par le colon. Comme pour toute rébellion, il a fallu l'élément déclencheur, précis et ciblé dans cette région du continent africain pour initier cette rébellion du coton qu'on appelle la rébellion Mai Mai, Maji Maji. Ces mouvements commença à travers le peuple du district de Dar es Salaam. Les Aramos avaient refusé en 1905 d'aller travailler dans les champs de coton et de recueillir l'argent qu'il leur revenait pour la culture du produit. Ça veut dire de donner des taxes aux colons. Ces refus s'étaient généralisés dans les autres plantations et dans toute la région. Les chefs de plantation et les colons allemands, n'étant pas idiots, ils ont recouru à d'autres moyens. Qu'ont-ils fait? Ils ont engagé les femmes et les enfants pour travailler dans les champs de coton à la place des hommes qui étaient, comme on dit, en rébellion, en grève. Voilà l'élément déclencheur de ce mouvement, de cette rébellion Maji Maji. Ils ont commencé par mettre le feu dans plusieurs champs et brûler tous les champs de coton. Alors le colon a forcé les hommes, les femmes et les enfants de tribus confondues à travailler ensemble pour un gouvernement colonial. Ça veut dire les Allemands obligés de travailler avec fusil à la tempe dans les plantations. Cette situation était une opportunité fantastique, avait permis une cohésion tribale
encore jamais vu sur le territoire africain. J'ouvre la parenthèse. Pourquoi est-ce que les Basumba vous font la politique de diviser pour régner en RDC? Parce qu'ils savent ce qui s'est passé chez eux avec la révolution Maji-Maji. Que les gens se sont mis ensemble et non pas séparés avec différentes tribus de la région et se sont battus contre l'oppresseur et ils ont eu raison de ça. Suivez jusqu'au bout. La deuxième raison de cette révolte est que les 3/4 des terres étaient pris par le colon. Les plantations des colons étaient partout. L'Africain ne savait plus travailler la terre, alors que eux sont des cultivateurs, ceux qui vivaient dans les terres, contrairement à ceux qui vivaient sur les rives, qui étaient des pêcheurs. Les autres, c'était des chasseurs. Ils étaient tous réduits aux cultivateurs pour l'occupant, ça veut dire l'Allemand. Donc, je vous ai donné les 3 raisons de la révolte, comment elle a commencé. Travail forcé des femmes et des enfants. Paiement des taxes aux colons. Confiscation de terres. La population qu'on appelle maintenant les rebelles, par ceux qui ont écrit le texte, mais ils ont expliqué tout. C'est ça qui est beau avec l'homme blanc, avec l'occidental. Lui, il explique les choses, même si il te donne des noms bizarres, mais il va t'expliquer ce qui s'est passé exactement. Il ne va pas commencer à embellir. Si vous voyez un texte embelli, cherchez un autre. Parce que contrairement à l'Africain, les gens de Boissumba, les Bayèques qui refusent qu'on parle de Msiri, l'occidental veut laisser un héritage culturel à sa génération. Aussi bonne ou mauvaise qu'elle soit, c'est son héritage. Elle doit la laisser intacte. Faites des recherches, vous allez trouver. On continue, voilà ce qu'ils disent. Les rebelles avaient pu s'organiser selon le principe tribal et donc ceux-ci s'étaient rassemblés en fonction des anciens regroupements politiques et culturels datant d'avant la colonisation. Savez-vous de quoi il s'agit? Je vous explique. On parle de organisations tribales, ça veut dire dans nos anciennes chefferies. Comment est-ce que les gens s'organisaient? L'hiérarchie, le rôle. C'est que les Basumba aujourd'hui ont formé Anatek avec en tête l'héritier, le soi-disant fils idéologique de Ngelengwa Shitambi Mushiri, le Tanzanien qui est venu coloniser le Katangais. Alors, lui, il empêche que les gens puissent s'organiser dans leur petite tribu, dans leur chefferie, dans leur localité, pour que les gens puissent s'entendre. Même leur culture est détruite. C'est ça que vous devez comprendre maintenant. Les hommes avaient pu utiliser leurs amertumes communes, ça veut dire leurs refus, leur tristesse, leur peine. Tout le monde avait les mêmes problèmes face à l'impérialisme allemand parce que ces derniers ne faisaient pas la différence du peuple qui était en face de lui. Exactement comme les Musumbwa ne fait pas la différence de différents peuplades qui font partie de la République démocratique du Congo entière parce que c'est lui le président de Anatek qui gère tous les autres chefs coutumiers selon lui. Vous allez entendre comment il dénigre les chefs. Et peut-être ça va vous aider à ouvrir vos petits cerveaux là, à ouvrir vos yeux, vos oreilles et votre cœur pour les autres qui sont à côté de vous. Ça veut dire les autres tribus qui font partie de vous, de votre pays, de votre province. Le leader idéologique de ce mouvement, c'est le docteur Ngwale, connu sous le nom de Kinjikiltile Ngwale. On l'appelle docteur, vous savez pourquoi? Parce que c'était un sorcier qui faisait la promotion du magie.
un mélange de graines maïs, d'eau et de sorgho qui devait créer une immunité face aux balles allemandes. Ah, vous voyez maintenant d'où vient le bizaba. Du docteur Ngwale, le sorcier tanzanien. Asema tutanawa bizaba, masa shaite twingia, bengina santro toto anabi kondonosor. Les termes commencent à sortir plic-ploc. Hey, hey. Derrière tout ça, il y a l'idéologie des Katakatanga instaurée par la famille Munongole Basumbwa parce qu'ils veulent avoir la suprématie du Katanga et vous n'avez pas compris. Les premières personnes que Munongo, leur papa, a balayé comme on l'a appelé, qui c'est qui? C'est vous. Les Baloubakat, qui sont les Maïmaï en plus, par qui, comme on dit, les Arabes sont entrés en 1800 par le Maniema, où ils sont venus tuer. Je vais vous expliquer rapidement comment Roumalisa est arrivé là-bas pour Malisa. Donc c'est la deuxième fois qu'on vous extermine, mais vous êtes toujours derrière eux pour faire les Djalelo. C'est que je ne comprends pas comment un peuple noble qui a eu un empire peut se laisser mener, guider comme ça par les venants qui vous ont tué. Et vous tuez les vôtres parce qu'ils veulent empêcher cette coalition entre vous pour ouvrir les yeux et voir les dangers qui viennent. Mais les dangers sont déjà là. Vos enfants sont en train de mourir de faim. Ils n'ont plus de terre alors que vous êtes des gens très riches. D'un côté, on vous met l'idéologie disant quoi que vous êtes les gens anciens, les gens les plus nombreux du Katanga et tous les bazars. Donc, vous êtes derrière ces gens-là. Je n'ai pas dit devant ni à côté. Vous êtes derrière. Moi qui vous parle, je suis Mukunda. Les Bakunda, ce sont les anciens. Demandez à vos professeurs, à vos anciens, à vos chefs coutumiers. Ce sont des enfants des Loubakat. Mais nous, la différence, on est humble. La différence, on a les yeux ouverts. On ne se laisse pas guider. On ne se laissera jamais, jamais mener par les gens qui ont tué nos ancêtres, par les gens qui ont falsifié notre histoire, par les gens qui ont usurpé nos pouvoirs. C'est non. Faites la même chose. La même recommandation peut être donnée aux enfants de Montiev, les enfants de l'Empire Lunda, qui travaillent derrière les Basumbwa. C'est eux les insulteurs. C'est eux les idéologistes des Basumbwa qui les maintiennent, qui les accompagnent dans toutes leurs bêtises, dans les tueries, dans les idées, dans tout. Mais enfin, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas qu'est-ce que ces gens-là ont fait dans votre empire. Alors, les grands de votre empire étaient morts avec toute leur grandeur. Ils vous ont laissé, vous, derrière, les moins que rien. Je dis ça pour que vous puissiez vous révolter. Comment se fait-il que vous êtes esclavagisés au 21e siècle en sachant ce qui s'est passé avec vos aïeux et vous êtes des suiveurs de vos tueurs? Est-ce que vous comprenez ça? Moi non. Quand on arrive dans les fiefs même des Basanga, là c'est encore une honte. Encore plus grande parce que ce sont les premiers à aller taper les tam-tams avec des bâtons, à sauter pour danser et à mettre des draps aussi sur un côté de l'épaule, comme exactement les Omanais, les gens venus de l'Arabie, les gens qui sont venus vous imposer leur culture. Là, quand ils font leur fête, c'est la beuverie et le sexe. Et vous le savez très bien, vous savez que je ne mens pas. Ceux qui sont déjà allés là-bas, ils savent de quoi je parle. Les hôtels pilules, quand c'est la fête, c'est les jours où les filles, les garçons sont libres. On t'attrape dans un coin, allez, le coup est parti. Ça se fait rapidement dans un coin. C'est normal, à la tête même. Ces gens-là ne se respectent pas, ils couchent entre eux. Le chef même, pour être chef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû violer sa mère pour montrer sa bravoure. Des gens pareils, qu'est-ce que vous faites autour d'eux?
Vous devez avoir un grain de folie pour ne pas savoir ouvrir vos yeux. Et je sais de quoi je parle. Et je le crie sans cesse. Mais vous n'ouvrez pas vos yeux, vous allez juste quémander votre propre argent. Et vous venez demander à qui de couper les Katanga avec vous. Allez chez les Basumbois, traversez le lac Tanganyika, allez engager d'autres Katako, venez avec eux, les étrangers. Peut-être avec eux, vous allez essayer de couper les Katanga, mais vous allez rencontrer les vrais Katangais qui sont déjà réveillés, qui ne vous laisseront pas faire. Pensez toujours à la rébellion Maïmaï qui a commencé en Tanzanie. La coalition jamais vue en Afrique de toutes les tribus. Pas comme vous les faites aujourd'hui. Vous prenez des couteaux et vous égorgez les gens des autres tribus pour dire que vous l'avez avec les Bizaba. Bintu Mwabia Ayasana. Voilà. Comment est-ce que les Maïmaï ont fini en Tanzanie? Je vous explique et on passe à autre chose. À la suite, bien sûr, de notre histoire d'Ngelengwa Shitambi Mushidi, vous allez découvrir beaucoup de choses et ça va ouvrir le cerveau, ça va ouvrir beaucoup de gens et vous allez comprendre que vous êtes des gens nobles, vous êtes une grande population, un grand peuple qui s'ignore. Le docteur Kinjekitile Ngwale, grand sorcier du mouvement de rébellion Maji-Maji. C'était au tout début du XXe siècle que les sorciers s'étaient dit être possédés par l'esprit des dieux, serpents, et avaient commencé à répandre des pensées anticolonialistes dans la région du sud de l'Empire allemand africain à partir des lieux de pèlerinage de ces adeptes des Ngarambi. Ça vous dit quelque chose? Ngarenganze. Ils glorifiaient l'utilisation de cette eau magique, Maji en Swahili, qui pouvait assurer leur victoire militaire face aux Allemands. Ainsi, ils ont réussi à avoir beaucoup d'adeptes. Comme les nouvelles partent très vite, la révolte était généralisée, les gens venaient de partout. Ils glorifiaient l'utilisation de cette eau magique, qui pouvait assurer la victoire militaire face aux Allemands. Ils avaient ainsi réussi à acquérir de nombreux adeptes à sa cause. Mais il fut arrêté par les Allemands et exécuté en 1895 sous charge de trahison. Le désir de rébellion et de révolte de ses adeptes n'a fait qu'augmenter. Ça vous rappelle quelqu'un? Ça vous rappelle un mouvement? Voilà. Rapidement, un autre sorcier prit la relève et il mène toute sa troupe et marche sur les cantonnements allemands défendus par le lieutenant avec une soixantaine de soldats locaux. Avec une mitrailleuse, il tua tous les Maïmaï qui ont attaqué le fort ce jour-là. Vous savez, c'est comme on vous dit, hein? Devant la poudre à canon, devant les balles, qu'est-ce que vous savez faire avec vos bizarres? Voilà l'exemple des Maïmaï là. Une fois que les Allemands étaient, comme on dit, attaqués par un petit groupe, ils ont rassemblé plus de 5000 hommes. Ils sont partis à la recherche de tout Maji-Maji. Ils les ont trouvés, ils ont massacré. Je vais vous dire le nombre de gens qui sont tombés sous la balle des Allemands ou sous les balles des Allemands en disant que c'était des Maïmaï. Ce mouvement-là s'est dispersé, fini. On n'en a plus jamais entendu parler. La révolte Maji-Maji avait fait une centaine de morts dans les troupes allemandes. Parce que n'oublie pas que les troupes allemandes avaient des soldats africains aussi, de là-bas, de Tanzanie. Mais, chez les rebelles, chez les Maïmaï en question, ils évoquent plus de 200 000 morts. 200 000. Est-ce que vous entendez ça? Cette répression était tellement sanglante, elle avait étouffé toute idée de révolte
et la colonie était restée calme jusqu'à la déclaration de la Première Guerre mondiale. Elle s'était donc terminée officiellement en 1907. Les Allemands avaient réussi de reprendre le contrôle de leur colonie. La politique d'utilisation des terres brûlées avait mené à de terribles famines qui avaient causé plus de morts que les combats eux-mêmes et avait fini par décourager définitivement toute forme de résistance dans cette colonie allemande. Qui ne connaît pas les Allemands et leurs méthodes? Ils ont donné un bel exemple et ils ont découragé les gens qui, tout le temps, courent à la sorcellerie et croient que rien ne peut leur arriver. Voilà un bel exemple et les débuts de Mai Mai même que les Bassumbois vous ont transmis. Comment, on ne sait pas. Mais je crois qu'ils ont transmis à partir de Maniema quand ils sont entrés. Les Britanniques avaient pris possession des colonies allemandes à la suite du traité de Versailles à la fin de la Première Guerre mondiale, 14-18. Vous savez comment l'homme blanc fait ses traités. Il y a des redditions. On dit, toi tu me donnes ça, toi tu me donnes ça. Comme tu as perdu, au lieu de faire ça, j'ai besoin de ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Le traité de Versailles a eu comme conséquence de perdre à l'Allemagne ses colonies africaines au profit des Britanniques et d'autres puissances européennes. On vous explique plus tard. Juste suivez l'histoire qu'on est en train de vous révéler. On ne peut pas cacher l'histoire au peuple, à moins que le peuple lui-même ne sache pas chercher. Je crois que le président français Nicolas Sarkozy vous l'avait dit, et on ne cesse de vous le répéter. Un homme se meurt par manque de compléter, de connaissance de son histoire, par manque de curiosité historique, mais il se meurt aussi par connaissance. Ça, c'est parce qu'il est, comme on dit, amorphe. Il passe à autre chose. Il est égoïste. Alors, il ne s'intéresse pas. Voilà. La suite en téléchargement rapide. À bientôt.